Alors, l'Ars Nova va prôner des mélodies plus disjointes, des mélodies syncopées. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une mélodie soit syncopée? On met l'accent sur le temps faible. Oui, en fait, c'est de chanter entre les temps. Si les notes de la mélodie arrivent sur les temps, ben, ça donne un caractère qui est plus lourd et qui est plus prévisible. Si on met au contraire les notes entre les temps, ça va souvent créer une espèce de propulsion rythmique. Ça crée un effet d'accélération de la musique. Un style musical qui est fait sur le concept de la syncope, c'est le ragtime. Alors, mon accompagnement est très carré. Mais la mélodie vient mettre des accents entre les notes de la main gauche. De bang, de bang, de bang, de bang. Puis wow, c'est comme désynchronisé, si on veut. Les accents n'arrivent pas sur les temps. Alors ça, c'est des mélodies syncopées. Si vous connaissez, par exemple, le funk de James Brown, c'est un style musical extrêmement syncopé. Vous écoutez la guitare, vous écoutez les accents. Toutes les punches arrivent comme entre les temps, ce qui crée justement le groove, ce qui crée cette propulsion rythmique très forte. Mais donc, les notes entre les temps créent ce qu'on appelle des syncopes. Les mélodies vont être dissonantes, en utilisant notamment des altérations accidentelles. Les altérations, c'est quand on commence à hausser ou abaisser les notes par rapport au mode de base. Par exemple, si je joue dans la tonalité de Do majeur, j'ai juste les notes blanches, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si. Mais si je commence à utiliser des notes noires, à ce moment-là, je suis en train tranquillement de sortir de mon Do majeur. Des fois, ça se justifie, des fois, c'est plus difficile, mais l'idée des altérations accidentelles, ça implique deux choses. Ça implique des dissonances. Et pour revenir à mes trois mots de tout à l'heure, du chromatisme. Et c'est là qu'il commence vraiment à apparaître dans la musique occidentale, le chromatisme. Donc, au lieu de s'en tenir aux 7 notes de base de la gamme, on va aller chercher les 5 notes manquantes. Et on va commencer à jouer plus avec des demi-tons. On va également avoir des mélodies qui sont rapides. Et ce qui est vraiment remarquable dans l'ensemble de ces caractéristiques qui définissent l'Ars Nova du 14e siècle, mélodies rapides, disjointes, syncopées, dissonantes, avec des altérations accidentelles puis du chromatisme, c'est qu'on va littéralement utiliser les mêmes termes 620 ans plus tard pour qualifier le jazz moderne du bebop de Charlie Parker et Dizzy Gillespie. Le bebop, c'est un jazz dans lequel les mélodies sont très angulaires, très disjointes. Ça saute constamment du grave à l'aigu. C'est constamment en train de sauter d'un registre à l'autre. C'est très syncopé. C'est très dissonant. C'est rempli d'altérations accidentelles, de chromatisme, et le tempo est inhumain. Charlie Parker improvisait à 300 BPM, 300 pulsations à la minute, c'est-à-dire 5 temps à la seconde. Et il inventait des mélodies à cette vitesse-là. Alors, c'est fou de voir à quel point ce qu'on pourrait appeler les paramètres du modernisme ne changent pas, peu importe qu'on soit au 14e siècle ou au 20e. Si une mélodie est conjointe, puis consonante, puis qu'elle arrive sur les temps, elle va sembler logique et prévisible. Elle va sonner, entre guillemets, classique ou apollinienne. Mais si, à l'inverse, la mélodie est disjointe, puis syncopée, et en un mot, imprévisible, elle va sembler plus déroutante, et donc plus moderne. Et en 6 siècles, les paramètres et les critères de la modernité n'ont pas beaucoup changé.
Ça va être la même chose en musique classique. Schoenberg puis Stravinsky, puis les compositeurs de musique expérimentale du 20e siècle, vont créer des œuvres dont les mélodies sont disjointes, syncopées, dissonantes, chromatiques, rapides, parfois même atonales, dépourvues de tonalité. Mais donc retenez que ces paramètres du modernisme ne changent pas vraiment. Et ce qui est d'autant plus intéressant de l'Ars Nova au 14e siècle, c'est que ça a été combattu, entre autres, par le pape Jean XXII. Vous avez de mémoire en page 19 dans votre cahier de notes de cours une citation de Jean XXII qui condamne les espèces d'élucubrations musicales de l'Ars Nova en disant « ça a donc bien pas d'allure, cette maudite musique moderne-là ». Et c'est très drôle parce que c'est peut-être la première instance qu'on a dans l'histoire de la musique occidentale d'un débat ou d'un conflit entre les anciens et les modernes, entre la tradition versus l'avant-garde, l'innovation. Et au fond, on a peut-être un parti pris pour les avant-gardistes. On a peut-être tendance à penser que la vérité est nécessairement du côté des innovateurs, puis que les conservateurs, c'est des vieux cons réactionnaires. Mais ceci dit, si on se met dans la position du pape, on comprend que le but de la musique liturgique, c'est d'accompagner le recueillement, l'introspection et la prière. Or, le recueillement, l'introspection et la prière sont beaucoup plus favorisés par des mélodies calmes, conjointes, consonantes et prévisibles, que par des espèces de maudites mélodies de fou. Il n'y a jamais moyen de comprendre où ça s'en va. Donc, en quelque part, il y avait un point, le pape. Peut-être que l'Ars Nova, ce n'était pas la musique qui était la plus appropriée dans le cadre d'une église. Et le simple fait que toute cette polyphonie se soit développée justement dans le cadre d'un art sacré, c'est en soi très étonnant. Parce que traditionnellement, l'art sacré est un art qui est beaucoup plus tourné vers le fait de préserver des traditions que d'inventer des nouvelles affaires. Ce n'est pas le but de l'art sacré d'inventer des nouvelles pratiques expressives. Son but, c'est de perpétuer un rituel vieux de plusieurs siècles. Alors que la polyphonie se soit essentiellement développée dans la musique religieuse, c'est en soi assez frappant. Ceci dit, elle va commencer à en sortir. Et on va retrouver des motets profanes ou à moitié religieux, à moitié profanes, assez rapidement. D'ailleurs, souvent, le motet est un genre hybride, dont la ligne de basse, le cantus firmus, va être une mélodie d'origine grégorienne, à laquelle on va superposer des nouvelles mélodies et des textes qui sont profanes. Donc, c'est plus trop clair, en quelque part, à partir du 13e, si le motet est vraiment de la musique liturgique ou si c'est un peu une espèce de musique amphibie, si vous voulez. L'idée importante à retenir de tout ça, on pourrait mettre la monodie ici, c'est que du 11 au 14e, on s'en va vraiment du simple vers le compliqué. Et tellement compliqué que de l'avis de plusieurs personnes, rendu au 14e dans l'Ars Nova, on n'est plus juste dans le compliqué, on est dans le chaotique. Alors il va y avoir une espèce de volonté de clarifier tout ça et de faire un ménage. Il y a des gens qui vont se demander est-ce qu'on ne devrait pas carrément se débarrasser de la polyphonie puis revenir au bon vieux chant grégorien. Et c'est un débat de fond qui va revenir tout le temps en Europe. 16e siècle, Renaissance, Concile de Trente. On réforme l'Église catholique. Et il y a encore des gens qui vont dire on devrait peut-être se débarrasser de la polyphonie puis revenir au chant grégorien. Donc, dans toute l'histoire de la polyphonie, il y a toujours des gens qui vont dire ouais, on est sûr que c'est une bonne idée. Mais elle va prévaloir toujours. Parce que, veut pas, c'est beau. Vous écoutez un chœur juste qui chante bien, puis waouh, c'est facile de croire que cette musique-là rend aussi bien, sinon mieux, hommage à la grandeur, à la splendeur et à la perfection de Dieu que le pauvre petit chant grégorien chenu dans lequel tout le monde chante la même note en même temps. Il y a quelque chose de spectaculaire dans la polyphonie dont on a eu l'intuition très forte que ça méritait d'être préservé. Même si, comme un enfant un peu turbulent, ça nous tombe parfois un peu sur les nerfs, ou ça fait des fois des affaires bizarres. T'sais. Alors, il y a une école à partir du 15e siècle qui va chercher à clarifier
la polyphonie, à la rendre plus consonante, plus agréable à l'oreille. Et cette école-là, on va l'appeler l'école franco-flamande. Si vous n'avez que deux choses à retenir de l'école franco-flamande, retenez les deux choses suivantes. Premièrement, le contrepoint imitatif. Et deuxièmement, les tierces et les sixtes. Je m'explique. Le contrepoint imitatif, c'est ce qu'on appelle parfois l'écriture en canon. Donc, ça consiste à faire en sorte qu'il y a une voix qui commence toute seule avec une mélodie et qu'une deuxième voix va entrer par la suite en rejouant ou en rechantant la même mélodie, mais avec un décalage par rapport à la première. Vous avez déjà chanté Frère Jacques en canon? Alors, il y a une voix qui commence toute seule. Et quand elle est rendue à Dormez-vous, il y a une deuxième voix qui va entrer avec Frère Jacques. La première chante Sonnez les matines, la deuxième chante Dormez-vous. Là, si j'avais une troisième main, je chanterais avec Frère Jacques en même temps, puis ainsi de suite. Donc, par la magie du contrepoint imitatif, dans un canon à 4 voix, la pièce est toujours rendue à 4 moments différents dans son déroulement. Et ces 4 moments différents se superposent continuellement un à l'autre. Quand une gang de monde chante Ding Ding Dong, l'autre chante Sonnez les matines, l'autre chante Frère Jacques, l'autre chante Dormez-vous. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une immense logique sur le plan musical. On comprend tout de suite que tout le monde chante la même toune, la même mélodie, mais pas au même moment dans son déroulement. Donc, la mélodie génère son propre accompagnement, génère sa propre harmonie. Et ça donne une immense cohérence sur le plan musical. C'est beaucoup plus logique quand on se rend compte que tout le monde chante le même air que quand les 4 voix chantent 4 mélodies différentes. Alors, disons, au niveau de la cohérence interne de la musique, le contrepoint imitatif est sans doute l'invention la plus géniale de l'histoire de la polyphonie. Il n'y a rien qui permet autant de clarifier et de rendre la pièce logique que cette invention du contrepoint imitatif. Et une des raisons pour lesquelles plusieurs considèrent que Jean-Sébastien Bach, c'est le plus grand compositeur de l'histoire de l'Occident, c'est que c'est un de ceux qui a le mieux maîtrisé le contrepoint imitatif. Il était capable de prendre une mélodie et de la superposer à elle-même pratiquement à l'infini. Il était capable de s'imposer les défis d'écriture les plus invraisemblables et de les résoudre avec la plus grande aisance. Quand on analyse la musique de Bach, on se rend compte que des fois, il y a une voix qui va chanter le thème de la première note à la dernière, pendant que la deuxième voix chante le même thème, mais de la dernière note à la première, donc en miroir, à l'envers. Okay? Une voix va chanter la mélodie en noir, puis l'autre voix va chanter la même mélodie, mais 2 fois plus vite, en croche. Donc, il fait des variations de tempo dans la mélodie, il inverse l'ordre des notes, il fait des miroirs, toutes sortes de choses comme ça, avec la plus grande aisance. Et si on ne s'y arrête pas, si on n'analyse pas avec la partition, on ne s'en rend même pas compte. Ça a juste l'air de la musique, ça a juste l'air beau. Donc, le contrepoint imitatif est peut-être le plus important générateur de cohérence, de logique qu'on ait inventé en Occident. C'est une invention absolument incontournable. L'autre chose, c'est les tierces et les sixtes. Parce que dans l'Ars Nova, même si on se permettait des dissonances très fortes, on allait toujours résoudre sur quelque chose de très, très, très consonant. C'est-à-dire des quintes et des octaves. On allait résoudre sur ceci, ce qu'on appelle une consonance parfaite. On pouvait venir de là. Ça, c'est un accord très dur, c'est une tension. Et ça, c'est une résolution. Tension, détente. Si vous avez un petit peu des connaissances en musique, vous allez vous rendre compte que ça, c'est pas tout à fait un accord. Parce qu'il manque la note entre le Do et le Sol. Il n'y a pas de tierce. Donc,
c'est pas un accord, puis on ne peut pas dire s'il est majeur ou mineur. C'est vide. C'est consonant, mais c'est tellement consonant que c'est presque trop consonant, c'en est presque vide. Curieusement, cette structure-là, qu'on appelle, nous, une consonance parfaite, va être reprise par nos amis, les guitaristes de métal, à partir des années 80, quand ils vont mettre tellement de distorsion sur leur guitare qu'ils ne pourront plus mettre la tierce dans les accords parce qu'on n'entend rien d'autre qu'un immense nuage de saturation. Donc, ils vont enlever les tierces des accords et ils vont commencer à jouer ce que mes chers enfants d'amour appelleraient des accords avec pas de tierce, donc sans la note ici. Des accords de Do dans lesquels on enlève le Mi et ça garde juste le Do, le Sol et le Do, ou seulement l'octave, la fondamentale et la quinte. En métal, on appelle ça des power chords. Power chord, ça veut dire justement un accord de puissance qui est saturé à l'extrême dans la distorsion et dans lequel on a enlevé la tierce. Alors, sans même le savoir, nos amis de heavy metal sont en train de revenir à une pratique harmonique qui était courante au 13e puis au 14e siècle, c'est-à-dire d'utiliser des accords sans tierce. Mais à partir du 15e et de l'école franco-flamande, on va commencer à se dire, peut-être qu'on pourrait rajouter une note entre le Do et le Sol. Peut-être qu'on pourrait de temps en temps insérer un Mi ici. Et ça s'appelle une tierce, parce que de Do à Mi, c'est la troisième note. Donc, au lieu de résoudre là-dessus, on va résoudre là-dessus. Et ça, c'est un accord de Do majeur. Si au lieu de jouer un Mi, je joue un Mi bémol, ça me donne un accord de Do mineur. Et cette opposition entre le majeur et le mineur va être au cœur même de la polyphonie de l'Occident jusqu'à nos jours encore. Si vous apprenez la guitare, vous allez vous faire montrer des accords, vous allez vous faire dire ça c'est la majeure, ça c'est la mineure, ça c'est Do majeur, Do mineur, Ré majeur, Ré mineur, et ainsi de suite. Donc les accords procèdent d'une dichotomie majeur-mineur. Généralement, les pièces plus tristes ou méditatives ou introverties sont en mineur. Ça c'est un accord mineur. Si je la joue en majeur, c'est moins triste. De même, les chansons vraiment joyeuses sont d'habitude en majeur. En mineur. Il est comme moins de bonne humeur qu'Aïou tout d'un coup. Il s'est fait mal aux genoux. Le mineur est plus dramatique, il est plus sombre, parce que les notes sont abaissées. Avec une tierce haute, c'est comme plus brillant. Avec une tierce abaissée, c'est plus sombre. Ça c'est mineur, ça c'est majeur. L'accord de Do avec un Mi bécard, un Mi ordinaire, versus un Mi bémol qui est abaissé. Donc les franco-flamands vont commencer à mettre la note entre la fondamentale et la quinte, qui est la tierce, et ça va donner des accords majeurs et mineurs. Et les accords majeurs et mineurs, c'est la base même de notre système harmonique tonal qu'on utilise encore aujourd'hui. On met des accords majeurs et mineurs partout dans notre musique, et ça apparaît vraiment avec le 15e siècle et l'école franco-flamande. Pensez Josquin-des-Prés. Vous avez un très beau kyrie de Josquin-des-Prés dans vos écoutes, tiré de la messe Spanglingua. Contrepoint imitatif à 4 voix, 2 voix féminines, soprano-alto, 2 voix masculines, ténor et basse. Et ça donne vraiment un très beau résultat. Donc l'école franco-flamande fait le ménage dans la polyphonie et ça nous mène au 16e siècle, en plein humanisme de la Renaissance. Et l'humanisme étant caractérisé notamment par une certaine distanciation par rapport à l'empreinte et l'emprise de l'Église, on va avoir un essor de chansons profanes. Beaucoup de musique non religieuse, on va éclore au 16e. Il y a aussi beaucoup de musique religieuse, parce que c'est l'époque de la contre-réforme, puis de la réforme, puis ainsi de suite. Mais l'art profane du 16e est rayonnant.
Il y a quelque chose de spécial en lien avec la musique du 16e par opposition aux autres arts. Parce que les autres arts au 16e siècle vont vraiment commencer à émuler l'art classique grec de façon presque systématique. Si vous comparez le David de Michel-Ange aux statues grecques classiques, vous allez voir qu'il y a un très fort air de famille. Il y a je ne sais pas combien de pièces de bâtiments à la Renaissance qui vont être construits avec des colonnes puis un petit triangle par-dessus. À la Parthénon, c'est vraiment le style architectural renaissant. Les tragédies de Shakespeare sont inspirées beaucoup des tragédies grecques au niveau de la construction dramatique, etc. Donc, l'art occidental se met à imiter presque parfois de façon un peu servile l'art antique au 16e siècle, mais pas la musique. Pourquoi? Il n'y avait pas de traces. Exact. Il n'y a pas de modèle. On aurait eu beau vouloir imiter la musique grecque, on ne savait pas comment ça sonnait. On a en tout et pour tout aujourd'hui une vingtaine de fragments de musique de la Grèce ancienne et leur remise en forme est très récente et tributaire de développements tout à fait récents en archéologie. Au 16e siècle, ils n'avaient rien de ça. Ils ne savaient pas comment ça sonnait de la musique grecque. Donc, en 3 mots, la musique renaissante a été condamnée à l'originalité. On ne savait pas comment sonnait la musique grecque, donc on a inventé des nouvelles affaires. Qu'est-ce qu'on va inventer? On va inventer la chanson polyphonique française. On va inventer en Italie le madrigal. Donc, ce sont des chansons a cappella, polyphoniques, qui vont véhiculer les nouveaux textes du jour. Donc, on va avoir des préoccupations humanistes. On va étudier l'humain sous toutes ses formes, dans ce qu'il a de plus glorieux et de plus ridicule. On ne va pas chercher à idéaliser l'être humain. On ne va pas le voir comme étant une marionnette déchirée entre le bon Dieu et le diable, mais on va vraiment l'étudier dans une perspective non religieuse. Ça va devenir important que la chanson raconte une histoire dans la conception humaniste. Il y a une morale, il y a un message. La chanson est là pour célébrer quelque chose, pour exprimer quelque chose. Il y a vraiment le développement de cette notion justement de l'art comme étant un mode de transmission d'idées, de transmission d'émotions et de messages et de sentiments. Donc ça va devenir de plus en plus important qu'on parvienne à comprendre les paroles. Or, la polyphonie et la compréhension des paroles, c'est deux choses qui sont souvent très difficiles à concilier. Alors, les compositeurs du 16e vont essayer d'inventer un procédé qui leur permet de comprendre le texte. J'aurais voulu le faire jouer, mais je suis en train d'enregistrer sur la tablette, donc je ne le ferai pas. Mais écoutez votre audition numéro 13, Mignonne, allons voir si la rose, de Guillaume Costelet, sur le texte de Pierre de Ronsard. Et vous allez voir que la première strophe est en canon. Puis la deuxième, tout le monde change de note en même temps. Donc tout le monde chante selon le même rythme. Las, las, voyez comment peu d'espace, mignonne est là-dessus la place, ses beautés laissez choir, etc. Et tout le monde change de syllabe en même temps. Ils ne chantent pas toutes les mêmes notes. Ils chantent des notes différentes, mais avec les mêmes rythmes. Et l'effet que ça donne un effet d'accord. Parce que si tout le monde change de note en même temps, on ne perçoit plus la polyphonie comme une superposition de lignes mélodiques, mais plutôt comme une succession d'accords. Et dans notre jargon musical, on exprime ces concepts-là par horizontalité versus verticalité. Pourquoi? Parce que dans une partition, les notes qui sont chantées ou jouées en même temps, on les écrit une par-dessus l'autre. Donc, si on écrit un accord dans une portée, les notes vont être alignées verticalement et ça va donner un accord. À l'inverse, si on écrit une mélodie, on va écrire les notes de gauche à droite. Alors ça, c'est horizontal et ça, c'est vertical. Donc, le fait d'utiliser l'homorythmie dans la chanson polyphonique du 16e siècle, notamment dans la deuxième strophe de Mignonne et dans la deuxième moitié de la dernière strophe, quand on arrive au message
Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. C'est le punchline, c'est la morale, c'est l'histoire. Okay? Donc à ce moment-là, tout le monde chante en homorythmie. Et ça permet de clarifier au maximum la compréhension des syllabes. Mais ça permet aussi de percevoir la polyphonie de façon nouvelle. On ne l'aperçoit plus comme des lignes mélodiques superposées, on l'aperçoit dorénavant comme une succession d'accords. Et c'est beaucoup à partir du 16e siècle que le concept des accords va devenir une idée fondamentale dans la construction de la musique. En même temps, au 16e siècle, peut-être l'instrument le plus répandu en Europe, c'est le luth. Alors, on écrit des pièces pour le luth ou on utilise le luth pour accompagner la voix. Mais le luth joue un peu le rôle de notre guitare acoustique aujourd'hui. Il est partout, il est facilement transportable. Et évidemment, c'est très facile de jouer des accords sur un luth. Donc, l'oreille harmonique, l'oreille verticale se développe beaucoup au 16e siècle. Et ça va avoir des conséquences très fortes sur le style suivant, sur le baroque et sur la mise en place de ce qu'on va appeler le système tonal. Donc, les accords, la verticalité, l'homorythmie, ça devient une caractéristique importante de la musique du 16e. Et autre chose qui est important aussi dans cette musique renaissante, ce sont les madrigalismes. Vous rappelez-vous de la chanson de Jeannequin qui s'appelle « La guerre » ? Alors, il y a beaucoup d'onomatopées dans la guerre. Il y a beaucoup de bruit de bouche. Il y a beaucoup d'imitation des sons des tambours puis des trompettes, puis d'imitation du sifflement des flèches, puis du choc des épées sur les armures, puis du bruit des canons, bom, 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 etc. Donc, Jeannequin veut littéralement nous faire entendre la scène qu'il est en train de décrire. Et ça s'appelle des madrigalismes. Ce sont des procédés musicaux illustrant le texte. À un moment dans la guerre, il parle des gendarmes à cheval. Gendarmes, pas les policiers, mais des gens armés. Donc, des gendarmes à cheval, puis il dit gendarme à cheval, tagadam, tagadam. Et le rythme qu'il emploie dépeint merveilleusement le lourd galop des destriers. Donc, c'est un bel exemple de madrigalisme. Vous êtes-vous déjà arrêté à observer le lien entre la musique et l'image dans les Looney Tunes, dans les Bugs Bunny? C'est fascinant. La musique est tellement collée à l'image qu'une fois qu'on a vu le dessin animé, on peut réécouter la musique, puis on a des scènes qui nous viennent en tête, on revoit les images. Parce que, justement, on a trouvé des procédés musicaux qui traduisent en musique ce qui est en train de se passer à l'image. Autre exemple, au 19e, début 19e, au début du romantisme, le compositeur Franz Schubert va inventer un nouveau genre musical qui s'appelle le Lied, qui consiste à prendre un poème puis à le transposer en musique. Et il va prendre des poèmes de Goethe, qui est le premier grand génie romantique allemand. Il va en prendre un qui s'appelle Marguerite au rouet. Et ça raconte l'histoire de Marguerite qui est en train de filer la laine sur son rouet et qui repense à sa soirée avec Faust et qui se remémore. Et son âme est troublée parce qu'elle n'est plus capable d'arrêter de penser à lui, puis elle est toute émotionnée. Et est en train de filer la laine, et Schubert écrit ce motif-là. Pouvez-vous imaginer une meilleure image musicale d'une roue qui tourne? C'est la roue du rouet, et c'est les coups de pédale. Parce qu'il faut donner un coup de pédale pour faire tourner la roue du rouet. Alors, c'est pas dans vos écoutes, j'ai mis d'autres leaders de Schubert, j'ai mis Gute Nacht. Mais c'est pour vous dire, dans la musique romantique, on va, un peu comme au 16e siècle, utiliser cette idée du madrigalisme, de la transposition en musique de ce que le texte ou l'image est en train de nous raconter. Et au 20e siècle, bien sûr, on va intégrer ça à la musique de film. Et au 21e, à la musique de jeux vidéo. Ça fait des siècles qu'on se demande comment est-ce qu'on peut efficacement transposer en musique telle image, telle intention, telle émotion, telle situation. Comment illustrer musicalement le galop d'un cheval? Comment illustrer musicalement la tension dramatique extrême, la folie, la déraison, l'amour, la tendresse, etc.
Donc ça commence beaucoup à la Renaissance, cette espèce de quête de traduction musicale des intentions et des émotions des personnages. Ça va déjà en 1600 connaître un genre nouveau dans lequel ça va pouvoir se développer énormément. En 1600, c'est l'arrivée de Ovomaste. Opéra, violon, orchestre, mélodie accompagnée, système tonal. Et c'est beaucoup dans l'opéra que l'on va pouvoir synthétiser toutes ces nouveautés. La recherche de la traduction de l'histoire en effets musicaux. L'utilisation des accords. On a inventé les accords et dans l'opéra, on va s'en servir beaucoup. Parce qu'une idée fondamentale de l'opéra, c'est de faire non plus chanter tout le monde en même temps, mais de les faire chanter en alternance, pour pouvoir créer une espèce de hybride entre la musique et la tragédie grecque. Donc les personnages vont s'exprimer à tour de rôle, ce qui permet beaucoup mieux de construire une histoire et ce qui permet aussi beaucoup mieux de s'identifier aux personnages. Alors ils vont chanter à tour de rôle, mais on ne va pas revenir à la monodie, on ne va pas revenir au chant grégorien, on ne va pas revenir à de la mélodie non accompagnée. On va les faire chanter à tour de rôle, et en dessous, on va les accompagner avec des accords qui vont être joués par un orchestre. Et vous avez une complètement nouvelle conception musicale qui se développe à partir de 1600. Le premier opéra a été créé en octobre 1600. Pour le mariage de Marie de Médicis avec quel roi de France, j'ai oublié. Un des Henri, mais je ne sais plus lequel. Mais bref, 1600, premier opéra. Et donc c'est ça, cet acronyme de Ovomaste est très important. La naissance de l'opéra coïncide à peu près avec celle du violon. Et d'ailleurs, l'Italie, pendant des siècles, va être célèbre pour produire des compositeurs, des interprètes, de ce qu'on va appeler la grande école italienne du violon. Et des fabricants d'instruments aussi, très célèbres encore aujourd'hui. Savez-vous comment on appelle un fabricant de violon? C'est un luthier. Ça vient du même mot que luth, des instruments à cordes. Donc les fabricants d'instruments, des instruments de violon, fabricants de guitare aussi. Un guitariste va vous dire, il faut que j'aille porter ma guitare chez le luthier. Encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc, les plus illustres luthiers de l'histoire de l'humanité, les Stradivarius, entre autres, vont vivre en Italie au 17-18e siècle. Les Stradivari, les Guarneri, les Amati. Avez-vous déjà vu le film Le Violon Rouge? Ça passe à la TV de temps en temps. Si vous avez la chance de le voir, c'est un film de Jean-François Gérard, c'est une coproduction internationale, il y a plein de noms illustres. C'est une très belle histoire. C'est l'histoire d'un violon qui traverse les siècles et les différents propriétaires de ce violon-là. Alors, il y a un jeune prodige de l'époque de Mozart, il y a une espèce de gitan qui joue de la musique de Tzigane, il y a une espèce de concertiste virtuose à la Paganini. Mais le violon rouge, si vous avez la chance de voir ça pendant les fêtes, de toute façon, on est tous en lock. On est tous confinés, on cherche des activités. Mais le violon rouge, puis Amadeus aussi, de Miloš Forman. Si vous avez la chance de voir Amadeus, ça vaut la peine. OK, donc, orchestre. Quand on va regrouper plusieurs instruments à cordes. D'ailleurs, l'orchestre baroque, c'est une des façons de le reconnaître. Les cordes sont vraiment dominantes. Beaucoup de violons, violoncelles, viols de gambe, etc. Et on va intégrer le clavecin, donc un instrument à cordes pincées. Je ne sais pas si j'ai un son convaincant de clavecin là-dessus, mais... Ouais. Clavecin. Parce que dans le clavecin, au lieu d'être frappé par un marteau, les cordes sont pincées. Quand on appuie sur la touche, ça descend une ligne tige verticale et il y a une petite griffe qui peut être souvent faite avec un bout de plume d'oiseau ou alors un petit bout de cuir. Et la petite griffe vient pincer la corde au lieu de frapper la corde. Donc sur un piano, les cordes sont frappées et sur un clavecin, elles sont pincées. Alors le clavecin apparaît à cette époque-là, surtout au 18e. 17-18e, le clavecin devient très important.
Mais donc, l'orchestre baroque est essentiellement constitué d'instruments à cordes. Et vous pouvez l'entendre quand vous écoutez l'extrait d'Armide de Lully, par exemple, ou le combat de Tancrède et Clorène de Monteverdi, vos extraits 14 et 15. Même votre extrait numéro 16, la gavotte de la sonate de Corelli. Corelli, c'est un compositeur de l'école italienne du violon. Donc, ça vous donne une idée de comment sonne la musique instrumentale du 17e, 18e siècle. Ça va mener à la création des concertos. Qu'est-ce que c'est un concerto? Un concerto, c'est une œuvre dans laquelle un ou quelques solistes dialoguent avec un orchestre. Donc, il y a l'orchestre qui joue, puis ensuite, il y a un solo. Puis l'orchestre joue, puis ensuite, il y a un solo, puis ainsi de suite. On a au moins 3 exemples de concertos dans vos écoutes. Vous avez les 4 saisons de Vivaldi, votre écoute numéro 17, qui est un concerto baroque, dans lequel l'orchestre dialogue avec un violoniste qui joue des traits de virtuosité, qui joue des solos compliqués. Vous avez par ailleurs un mouvement lent d'un concerto de piano de Mozart, votre écoute 22. Alors, le piano dialogue avec l'orchestre. Et dans un registre un peu différent, vous avez votre écoute 37, le Concerto for Cootie de Duke Ellington, dans lequel un trompettiste, Cootie Williams, dialogue avec le Big Band de Ellington. Donc, c'est un concerto jazz, de style swing. Mais au-delà des genres et des époques, le concept de base de la pièce demeure le même. C'est cette idée d'un dialogue entre un soliste et un orchestre qu'on retrouve à chaque fois. Donc, dans votre concerto baroque, il y a à peu près juste des instruments à cordes dans l'orchestre. Dans le concerto de Mozart, vous remarquerez qu'il y a davantage d'instruments à vent. On trouve des flûtes, des clarinettes, des bassons. Notamment au début de la partie B, parce que c'est une forme ABA. Donc, ça crée un contraste au niveau des couleurs orchestrales. Dans le concerto classique, c'est joué non plus par un orchestre à cordes, mais par un orchestre symphonique. Et qu'est-ce qui caractérise l'orchestre symphonique? C'est qu'il y a des instruments de plusieurs familles différentes. Il n'y a pas juste des cordes, mais il y a des cordes et des vents. Puis même dans les vents, il y a des bois et des cuivres. Il y a des flûtes, mais il y a aussi des carpes et des trompettes. Donc, il y a plusieurs sonorités différentes qui vont se marier dans l'orchestre symphonique. Et évidemment, votre troisième concerto, Duke Ellington, c'est un big band de jazz. Donc, il y a énormément de cuivres, des trompettes, des trombones, il y a des saxophones, et il y a la section rythmique, donc piano, basse, batterie. Revenons à notre musique baroque. Qu'est-ce qui caractérise le baroque, à part l'importance de l'orchestre, la nouvelle importance de la musique instrumentale? Souvent, dans la musique baroque, les formes sont simples. On va parler de formes binaires. Par exemple, la gavotte de Corelli dont je parlais tout à l'heure, votre écoute numéro 16, la forme c'est A'. Et chaque section est jouée 2 fois. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon musicien la forme binaire avec reprise. Forme binaire parce qu'il y a 2 parties. Avec reprise parce que chaque partie est jouée 2 fois. Et l'autre chose qui est importante à pouvoir associer à cette musique baroque, c'est qu'elle est monothématique. Donc, il n'y a qu'une seule mélodie conductrice, il n'y a qu'une seule mélodie fondamentale sur laquelle toute la pièce est basée. C'est l'idée même du monothématisme. Donc, dans la gavotte de Corelli, ça fait un groupe de mémoire, je ne sais pas c'est dans quel ton, mais... C'est le thème. Il n'y a pas de deuxième thème. On fait une petite variation dans le A', on va faire ça. And that's it. Okay? Donc,
Donc, il n'y a jamais de deuxième thème, il n'y a jamais de mélodie contrastante qui fait son apparition. La musique baroque, elle est beaucoup préoccupée d'unité. Et cette unité-là va notamment être atteinte par le monothématisme. L'exemple le plus extraordinaire de ça, c'est le Kyrie de la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Votre audition numéro 19. On a un thème. Donc c'est toujours le même thème qui se superpose à l'infini à lui-même pendant plus de 8 minutes. Alors, Bach fait la synthèse du système tonal baroque et du contrepoint imitatif franco-flamand. Le génie de Bach n'est pas un génie d'innovation ou d'avant-garde. Le génie de Bach est un génie de synthèse. Il fait la synthèse de tout ce qui a été fait avant lui et il va parfaitement intégrer l'aspect vertical du système tonal avec ses accords et l'aspect horizontal du contrepoint imitatif franco-flamand. Ce qui fait que dans sa musique, chaque note fait à la fois partie d'une mélodie, mais aussi d'un accord. Ça crée une espèce d'immense mot croisé musical, parce que la musique est à la fois cohérente sur le plan vertical et sur le plan horizontal. Vous avez ce thème qui est développé en canon par toutes les voix une après l'autre et tous les instruments, des fois en mineur, des fois en majeur, des fois doux, des fois fort, des fois dans le grave, des fois dans l'aigu, mais ça se superpose constamment. Et en même temps, ça se trouve à créer des accords dont on pourrait chiffrer les symboles. On pourrait dire ici on a le Fa mineur, puis ici on a le Do 7, puis ici on a le Si 7, puis ça s'en va en Mi mineur, puis ainsi de suite. Donc la musique de Bach, elle est à la fois cohérente horizontalement comme un canon, selon la logique du contrepoint imitatif, et parfaitement cohérente sur le plan vertical, au niveau des progressions d'accords. C'est un peu comme un immense sudoku musical, si vous voulez. Et Bach représente vraiment l'apogée de cette conception imitative et monothématique de la musique. Cette conception de la musique vue comme la superposition à l'infini d'un thème sur lui-même, tout en respectant les nouvelles règles du système tonal. Personne n'a poussé ça autant que Jean-Sébastien Bach. Qu'est-ce que c'est le système tonal? En 3 mots, ce serait le langage des accords. C'est une théorie des accords. C'est une théorie qui vient nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un accord et pourquoi certains accords vont bien après tel autre, puis moins bien avant tel autre, puis ainsi de suite. Donc, si on veut développer un tout petit peu, on pourrait dire que c'est une théorie sur la constitution et l'enchaînement des accords. La constitution, ça veut dire quelles notes on va mettre dans les accords, de quelles notes sont-ils constitués, et par ailleurs, comment va-t-on enchaîner ces accords-là. Je suis sûr que vous pouvez comprendre que si je vous dis, voici ma nouvelle pièce. Vous le savez qu'elle n'est pas finie, hein? Oui, ça veut aller se résoudre. Ici, OK? Parce que ça, c'est un accord stable. Ça, c'est un accord instable. Alors, je ne peux pas finir ma pièce sur un accord instable qui demande une résolution sur un accord plus stable. C'est un peu ça l'idée derrière le système tonal. Ça nous explique qu'il y a des accords stables puis d'autres instables, puis comment on peut les enchaîner, puis pourquoi il y en a un qui finit bien puis l'autre qui finit pas bien. Alors, théorie sur la constitution et l'enchaînement des accords, ce serait une bonne définition du système tonal. Ça apparaît quand? Ça apparaît avec l'opéra vers 1600. Alors, après la mort de Bach, en 1750,
On a un peu l'impression qu'on a fait le tour du jardin avec le contrepoint imitatif monothématique. On a l'impression qu'on est dû pour autre chose. On a l'impression aussi que le style baroque, le style de Bach, de Handel, était très solennel, très imposant, très majestueux. Et on développe au 18e un goût pour quelque chose d'un peu plus léger. Une musique plus divertissante, plus accessible, qui n'est pas réservée juste aux musiciens professionnels, mais que n'importe qui a eu quelques années de cours de musique serait capable de reproduire, puis de jouer, puis ainsi de suite. C'est alors que va se développer le style galant, qui est un précurseur direct du style classique viennois. Donc le style classique viennois relève à certains égards d'une simplification du langage baroque. Parce que, alors que le baroque superposait les mélodies les unes aux autres, par exemple, une pièce en do majeur de Bach, alors j'ai une mélodie dans une voix qui va être reprise en canon à la basse. Ça revient à l'aigu, ça retourne à la basse. J'ai deux voix et elles sont d'importance égale. Et les deux voix s'échangent le thème continuellement. C'est ça la polyphonie. C'est ça le contrepoint. C'est la superposition de deux mélodies d'importance égale. Dans le style classique viennois, Mozart va plutôt faire ceci. Alors mes deux mélodies sont plus du tout d'importance égale. Il y a clairement une voix qui joue le thème. Et l'autre voix qui fait une espèce de tapisserie en arrière. C'est des accords, mais au lieu de jouer toutes les notes en même temps, je les joue une après l'autre. J'aurais pu faire ça. Mais au lieu de jouer les accords, je joue les notes des accords une après l'autre. Fait que c'est de la mélodie accompagnée. Il n'y a personne dans la douche qui va chanter la 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 la. C'est clair que c'est pas ça le thème. Le thème est en haut. Alors, vous voyez que la mélodie accompagnée, c'est plus simple que la polyphonie baroque. Parce qu'au lieu d'avoir plein de voix qui vont toutes jouer le thème en alternance et le superposer à elles-mêmes, créant ainsi une texture très dense dans la polyphonie, je vais avoir une mélodie. Si Bach c'était comme ça, avec 6 voix qui jouent le thème une par-dessus l'autre, Mozart c'est plus comme ça. J'ai une mélodie, puis j'ai des accords en dessous qui viennent la soutenir. Donc c'est pas mal plus simple que d'avoir 6 voix qui jouent le thème en même temps.